Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des rumeurs de transfert autour de Ja Morant, des Suns de Phoenix et de l'arrière du Magic d'Orlando, Anthony Black. Sans tarder, c'est Charles que j'accueille. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Ouh là là Charlie, attention, on va parler de Ja Morant. Oh là, oui. Ça va être intéressant ça. Je vais boire un petit coup et après on va parler de l'actualité, on va parler d'Anthony Davis, Charlie. Ok, étonnant. Anthony Davis. Pourquoi est-il donc dans l'actualité, Anthony Davis? Mais figure-toi que cet Iron Man s'est blessé à la main gauche. Incroyable. Le ligament a été touché, Charlie. Et il pourrait manquer plusieurs semaines. Voilà, Charlie. C'est presque un sketch, Anthony Davis, à ce niveau de fréquence de blessure depuis notamment sa venue à Dallas. Parce que ce qui s'était passé avant Dallas, quand il était aux Lakers, c'était pas si grave que ça. Enfin, je veux dire, c'était la vie, toi. C'est la vie. Mais là, forcément, il a été le gars, la pièce dans l'échange pour Luka Doncic. Et forcément, quand tu es fan des Mavericks, je pense que tu es en dépression. T'es en dépression. Cependant, Dallas devrait se réjouir de la nouvelle parce qu'il faut perdre absolument. Leur pic de draft, il est en juin prochain. La draft, elle a un excellent niveau. C'est leur dernière sélection au premier tour, sans condition, hein, sans swaps, sans rien du tout avant 2029. Et ce fameux pic des Lakers, l'unique pic des Lakers, LOL, qu'ils ont récupéré dans l'échange avec Luka Doncic. Sinon, leur pic, c'est OKC, le swap en 2028, Houston, swap en 2029, les Spurs en 2030. Et le prochain pic à eux, ça sera, Mavericks, ça sera 2031. Donc, il faut perdre, absolument. Ouais, enfin, ça aurait été bien de le trader aussi, et là, pour le coup, ça va devenir compliqué, donc je suis d'accord, il faut perdre, mais ils auraient aussi pu perdre en arrivant à le trader. Là, ça va pas être le cas, a priori. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, tu récupères rien pour Anthony Davis et que tu dois te coltiner ses options, son contrat qui est titanesque. Ouais, c'est ça, et puis mine de rien, bon, je pense que la plupart des front office savaient déjà qu'Anthony Davis était un joueur injury prone, mais enfin là, tu vois, c'est une pierre de plus dans ton jardin quand même, au moment d'essayer de récupérer quelque chose contre lui. Ah non, mais c'est une blague. C'est une blague. J'ai presque mal au cœur pour Anthony Davis. Ah mais moi j'ai mal au cœur pour lui, franchement ça me rend triste, hein. Je suis dépité, hein. La carrière de ce mec, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant, mais bon. Tu te rends compte qu'il est dans la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA? Ouais. Je trouve ça quand même assez compliqué à justifier. Je sais pas. Est-ce que j'hallucine en disant ça ou pas, Charlie? Même si toi et moi, on s'en fiche de ce genre de classement. Très sincèrement, tous ces trucs-là, 75 meilleurs joueurs de l'histoire et tout, ça n'intéresse que ceux qui se penchent sur ces questions-là. Pour moi, ça n'a que peu d'incidence sur rien du tout. Au final, je m'en fiche totalement. C'est pas via ça que je juge la carrière d'un joueur, mais ça reste quand même un truc que je trouve assez étonnant quand même. Je vois pas ce qui justifie le fait que Anthony Davis soit dans ces 75-là. Bah, je pense que ce qui le justifie, c'est le joueur qu'il est quand il est en forme. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que il est pas du tout assez en forme, et je suis d'accord, sa présence... Même en termes de palmarès, enfin, je veux dire, même individuel, enfin, il n'a pas de MVP, il n'a pas été MVP des finales, même s'il aurait potentiellement dû l'avoir. Il a des All-NBA, il a des All-Defensive, mais ouais, beaucoup de blessures quand même, Ouais, beaucoup trop de blessures, ouais, bien sûr, beaucoup trop. Ouais. Une carrière très en dents de scie quand même. Ouais. Bref, voilà. On va s'en tenir là pour l'actu parce qu'on a des gros sujets à aborder. Le plus important d'entre eux, c'est Ja Morant. En 2022, Ja Morant était une des superstars les plus prometteuses de la NBA avec les Grizzlies. 3 ans plus tard, il est en passe d'être transféré de Memphis pour un retour qui risque de paraître outrageusement dérisoire à ses fans. Ja Morant n'a plus le vent en poupe dans la ligue et ce n'est pas forcément le scandale que certains veulent voir. Personne ne remet en cause son talent, mais ses problèmes de maturité et son incapacité à poursuivre son évolution sur le terrain, encore faut-il qu'il joue, sont des red flags impossibles à ignorer aujourd'hui. Sur les 3 dernières saisons, Anthony Davis, Kawhi Leonard et même Zion Williamson ont joué plus de matchs
que le meneur des Grizzlies, qui a alterné les suspensions et les blessures. 77 matchs joués, c'est peu sur les 246 qu'il aurait pu jouer en régulière s'il avait été disponible. Pire encore, toutes les statistiques sont en baisse le concernant, plus particulièrement son adresse au tir, qui représente un sérieux problème pour n'importe quelle équipe qui souhaiterait le faire venir aujourd'hui dans le basket moderne. Ja Morant nécessite de construire autour de ses limitations afin de mettre en valeur ses points forts. Son jeu hyper athlétique est aussi un sujet d'inquiétude, menant directement à plusieurs de ses blessures ces dernières années. Selon Shams Charania d'ESPN, après des mois de tension entre le joueur et son entraîneur et avec le front office, les Grizzlies ont déclaré être prêts à écouter des offres pour le meneur de jeu. Un truc que j'ai trouvé très intéressant également, c'est John Hollinger, qui a fait partie du front office d'ailleurs des Grizzlies. Il a été pendant 7 saisons aux Grizzlies. C'est un ancien journaliste d'ESPN qui a été recruté par une franchise NBA avant de redevenir journaliste, et aujourd'hui il travaille pour The Athletic. Et il disait que très probablement, si les Grizzlies et Ja Morant étaient dans cette communication aujourd'hui, c'est qu'il y a très certainement un deal qui est déjà en place et que c'est une tentative aujourd'hui des Grizzlies de sonder une dernière fois le marché avant de tirer le coup de semonce et de faire partir Ja Morant. Charlie, es-tu surpris que cette situation ait atteint ce point de non-retour concernant Ja Morant ? Non, pas trop, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit venir depuis un moment maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les problèmes de Ja Morant, c'est pas nouveau. Ces problèmes en termes de comportement, de blessures, c'est quand même quelque chose qu'on évoque depuis maintenant plusieurs années. Donc surpris, non, pas tellement. Moi, j'ai un peu de mal, j'avoue, à croire en la théorie du deal déjà établi, d'autant plus que cet après-midi, là, Tim McMahon... c'est pas trop une théorie, c'est John Hollinger qui a fait jouer toutes ces relations, et ces relations qui lui disent que potentiellement, il y a un deal qui est déjà dans les tuyaux. Mark Stein a repoussé un petit peu cet argument en disant que, selon lui, Memphis n'avait pas autant de certitude que ça. Pour le coup, ça te donne raison. Mais Hollinger, ça reste quand même quelqu'un de très sérieux dans le métier. Ouais, bien sûr. Bah, non, je te dis, Tim McMahon d'ESPN là s'est exprimé sur la situation cet après-midi, et lui, il dit en fait aujourd'hui, tout le monde sait que Memphis veut se débarrasser du joueur, tout le monde est conscient que la situation a atteint un point de non-retour au sein même du vestiaire des Grizzlies. Tout le monde attend la fin en fait, mais il dit en fait il y a en raison de tous ces éléments-là, la cote aujourd'hui de Ja Morant, elle est extrêmement faible, et c'est difficile de s'attendre à mieux que ce que Atlanta a obtenu pour Trae Young. Moi, tu vois, là, on a entendu récemment que les Grizzlies espéraient un first pick contre Ja Morant. Lui dit, bah, bon courage pour avoir ça, parce que en l'état, ça me semble pas gagné. Donc, alors peut-être qu'effectivement, il y a déjà un deal dans les tuyaux et que Memphis espère obtenir plus. Mais parti comme c'est, moi j'y crois pas, et je trouve qu'il y a en fait, il y a un marché qui est tellement limité aujourd'hui pour Ja Morant que je pense que s'il y avait effectivement un deal dans les tuyaux, Memphis aurait tout intérêt à le valider d'Arda. Ouais, tout à fait, je suis absolument d'accord avec toi. En fait, c'est assez étonnant l'endroit où on se situe aujourd'hui. La semaine dernière, c'était quand ? C'était vendredi. On parlait de Trae Young et des Hawks et de la contrepartie dérisoire qu'ils ont obtenue pour un joueur qui est quand même qui a fait le All-Star Game, qui a quand même des réussites individuelles dans la ligue qui sont pas moindres en termes de pourcentage, de points en moyenne, de passes en moyenne, d'où ça le situe dans l'histoire de l'NBA. C'est pas rien. Il est parti vraiment pour rien du tout. Ja Morant, il avait ce statut de superstar, de futur superstar, de vraiment de talent, de talent hyper prometteur dans cette ligue. Et aujourd'hui, il me semble qu'on va partir sur quelque chose d'assez décevant. Et ce qui est assez amusant, c'est que toi et moi, quand on a préparé cette émission, on se rend compte que je t'avais dit, bah tiens, on va peut-être parler des équipes, quel genre de package ils peuvent monter et tout. Mais aujourd'hui, il y a quasiment aucune... Quelle équipe est prête à faire un sacrifice en termes de pic de draft et en termes de talent pour récupérer Ja Morant ? Ah, j'en vois pas, non, c'est clair, j'en vois pas, et c'est pour ça que c'est hyper dur. Ah, c'est difficile, en fait, effectivement, d'anticiper ce que pourrait être la contrepartie, donc c'est sûr que... Il y en a même qui sont là à dire que potentiellement les Grizzlies
ce serait pas étonnant que. Enfin, je pense pas qu'on en arrivera là pour le coup. Mais je sais plus c'était un journaliste de CBS Sports qui expliquait que il y a un moment, on se disait que ce serait pas étonnant que les Grizzlies soient obligés d'attacher un pic de draft pour faire partir Jamorant. C'est assez, Ce serait ça, hallucinant. ça serait complètement cosmique Ce serait comme délirant. délire. Maintenant, si tu regardes les chiffres de Jamorant sur les 3 dernières saisons et là cette saison, je rappelle quand même que le general manager Zach Kleiman avait commencé la saison NBA en disant c'est une saison extrêmement importante pour Jamorant. Si on doit continuer à construire cette équipe autour de lui, il va falloir qu'il fasse preuve de constance et qu'il joue à un niveau All-NBA. Aujourd'hui, si tu regardes ses pourcentages de réussite au tir, c'est cataclysmique. Il est à 40% de réussite au tir, 21% à 3 points. Sur 134 joueurs qui ont tenté autant de shoots que lui cette saison, il est 133e en termes de pourcentage de réussite. En fait, c'est vraiment. On peut dire, ouais, il est mécontent, il n'est pas, pas dans une bonne disposition, tout ça. Non, mais il y a un moment où tu ne peux pas avoir les chiffres que tu as. C'est pareil pour les points inscrits au cercle, c'est pareil pour les pourcentages de réussite près du panier. Il n'y a rien qu'il savait faire auparavant qu'il fait correctement aujourd'hui. Et je rappelle que Donc, Memphis a viré le coach le plus victorieux de son histoire l'année dernière parce que les schémas offensifs qu'il avait mis en place déplaisaient à Ja Morant quand même. ce qui exclut aujourd'hui pas mal d'équipes, parce que ce système de free-flowing là, mis en place par La Roche, euh, par exemple, Miami est cité comme une des équipes potentiellement très bien. intéressées par Ja Morant, mais le système mis en place là-bas, le système offensif mis en place là-bas, est exactement le système offensif dont se plaint Ja Morant à Memphis aujourd'hui. Exactement, et c'est bien que t'en parles, parce que c'est une des destinations qui est le plus citée, et ça me semble hallucinant, déjà parce que la culture ultra exigeante de la franchise de Miami ne semble vraiment pas coller avec la mentalité de Ja Morant, mais bon, ça, à la limite, passons. Peut-être que justement, un cadre strict lui ferait du bien, que ça l'aiderait à se concentrer sur le parquet et tout, mais effectivement, en termes de jeu, euh, Miami pratique l'attaque que pratiquait, encore plus même que pratiquait Memphis la saison dernière et qui déplaisait profondément à Ja Morant. C'est effectivement ça qui a provoqué la rupture entre Morant et le coaching staff, qui a débouché sur le renvoi de Taylor Jenkins. Je ne comprends pas comment est-ce que les médias américains peuvent autant mettre le Heat comme destination, c'est cité comme une des 3 destinations les plus probables. Je comprends pas comment c'est possible en partant de là. Vraiment, je comprends pas. Il y a énormément d'équipes qui ne collent pas en termes de projet. Minnesota, par exemple, je crois que dans chaque deal qui est construit autour de Ja Morant, il faut que Naz Reid Oui. soit concerné dans l'opération pour des questions salariales. Est-ce que tu as envie de perdre Naz Reid, qui a fait ses preuves en playoff, qui fait partie intégrante du collectif et de la bonne ambiance qui règne aux Timberwolves aujourd'hui, surtout qu'ils sont sur une bonne dynamique en ce moment, les Timberwolves? Qu'est-ce que tu vas aller sacrifier ça parce que tu as envie de... Enfin, pourquoi tu irais mettre la main sur Ja Morant? Bah, en fait, Je comprends pas, en fait, en fait, déjà, les Wolves, le deal. c'est dans la théo, enfin dans l'optique où effectivement il y aurait déjà un deal dans les tuyaux avec une équipe, moi la première équipe à laquelle j'ai pensé c'est Minnesota, parce que Minnesota c'est la première équipe cette année a priori qui a contacté Memphis pour évoquer le Ja Morant. Ils sont sur Mhm. le dossier depuis des semaines. Maintenant, le problème effectivement c'est la contrepartie. Là, tu parles de Naz Reid, moi j'ai même vu des médias évoquer Jaden McDaniels. Non mais Non, mais là, jamais de ah la bon? vie tu fais ça, jamais. Donc, Je vois pas qui a cité cet exemple, mais c'est... Donc peut-être que en fait, pour moi, la seule perspective envisageable pour Minnesota, c'est un montage avec une 3e équipe, mais c'est clairement pas le trade le plus simple à imaginer. Et ouais, j'ai du mal à y croire aussi. Alors après, effectivement, on sait bien que Minnesota enfin, c'est une équipe qui a des manques à la main. On sait qu'ils sont intéressés par le Cameroun, ce qui est déjà un gros plus, parce qu'aujourd'hui, des franchises NBA qui sont intéressées par Ja Morant, je pense il y en a pas une pelletée en réalité, hein. On cite beaucoup les Bucks. On peut parler des Bucks. Les Bucks, qu'est-ce que tu veux mettre Ja Morant avec Giannis Antetokounmpo? Tu vas mettre deux joueurs qui n'ont aucune adresse extérieure.
C'est deux joueurs qui ont typiquement besoin d'avoir des shooters autour d'eux. Si tu les mets ensemble, si ça n'a pas marché en Antetokounmpo avec Damian Lillard, pourquoi ça irait marcher avec Ja Morant? C'est clair, pour moi, c'est clair que si les Bucks faisaient ça, ça serait vraiment un désespoir absolu, quoi. Ouais, bah C'est pour effectivement, choper un nom, quoi. oui, c'est ça. Les Bucks, oui, les Bucks, ils sont de plus en plus cités, notamment parce qu'on le sait maintenant, ils sont décidés à se renforcer pour mieux entourer Giannis. Et Morant fait partie des joueurs qui sont cités, tout comme un mec comme Lavine. Écoute, ouais, j'avoue que le pick and roll Jamoran, Giannis Antetokounmpo, ça m'amuserait, j'aimerais bien voir le coup d'œil, mais honnêtement, c'est à peu près la seule chose que je trouve intéressante dans ce trade. Déjà, hein. En termes de Hmm. personnalité, je pense que tu peux pas faire plus radicalement opposé Jamoran et Giannis Antetokounmpo. Je suis pas sûr que ça colle très bien. Le spacing, tu l'as dit, serait catastrophique. Et puis en Oui. plus, je pense que pour Milwaukee, c'est juste une connerie en fait de miser sur un joueur comme Jamoran dont rien ne garantit qu'il puisse retrouver son niveau d'il y a 3 ou 4 ans, qui est fréquemment absent, qui va coûter très cher en salaire pour beaucoup d'incertitudes. Bon, de toute façon, moi, Milwaukee, je suis persuadé qu'il devrait plutôt se mettre en quête de role-player de qualité, plutôt que d'être obsédé par le fait de mettre une pseudo-star aux côtés de Giannis, mais c'est un autre sujet. Mais en fait, s'il y a un autre avantage pour Milwaukee, à la limite, c'est que ça te permettrait de te débarrasser du salaire de Kuzma, mais franchement, Ouais. c'est tout. Je vois pas l'intérêt, non, effectivement. Je vois vraiment pas, ouais, les bugs que ça pourrait donner. L'autre équipe également extrêmement citée, ce sont les Raptors, avec un deal où à chaque fois il y a Emmanuel Quickley qui est concerné, Ochai Badji, Garrett Temple également, Ouais. et d'autres joueurs. J'ai vu un autre exemple avec enfin, Emmanuel Quickley, Jacoby Walter, Gabe Vincent, le pic de 2026 des Raptors. Et ah oui, il y a un truc à 3 avec les Lakers également, qui récupérerait des pièces dans l'histoire. Enfin bref, je je vois pas. Enfin, les Raptors, c'est peut-être l'équipe où il y aurait le plus de sens. J'ai vu un deal qui a été proposé donc par John Hollinger où tu as certains joueurs des Raptors, notamment, comment il s'appelle, RJ Barrett, Murray Bowles et un pic de 2026. Je, 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 la pertinence de ce genre de move. Est-ce que les Raptors, pour toi, auraient intérêt à, euh, à tenter l'expérience Jamoran parce que c'est un bon moyen de récupérer une star potentielle, on va dire, et de croire que ça peut potentiellement marcher. En plus, je crois Darko Rajakovic, qui est entraîneur des Raptors, était un ancien assistant à Memphis, donc il y a une familiarité à ce niveau-là. Je sais pas. Bah, une des raisons pour lesquelles les Raptors sont cités, c'est aussi parce que bah, c'est Mark Stein qui l'a dit. Toronto est agressif sur le marché. Beaucoup de franchises s'attendent à les voir bouger d'ici la deadline pour se renforcer. C'est aussi pour ça. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi qu'ils avaient chopé Ingram l'année dernière, à un moment où sa cote n'était pas au plus haut. Donc j'imagine que eux se croient capables de relancer Ja Morant. L'idée, c'est évidemment d'upgrade au poste de meneur. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, je trouverais ça dommage de casser la belle dynamique des Raptors avec un trade qui, honnêtement, pourrait avoir un fort impact sur leur collectif. Après, c'est toujours cet équilibre très fin qu'il faut trouver pour une équipe qui monte en puissance. À quel point est-ce qu'il faut être prudent pour pas casser la dynamique? À quel point est-ce qu'il faut savoir prendre un risque quand une opportunité se présente? J'avoue que moi, aujourd'hui, sur le cas de Ja Morant, je suis biaisé, en fait. J'ai tellement cru en lui, j'ai eu tellement d'espoir le concernant qu'aujourd'hui, je suis particulièrement désabusé sur son cas et ça impacte la vision que j'ai de lui. Je vais pas te dire que je le vois comme un cancer pour une équipe, mais c'est vrai que quand je vois une équipe qui est dans une dynamique collective aussi intéressante, je me dis que ramener Ja Morant là-dedans, c'est peut-être une connerie, mais c'est possible que je me plante complètement, hein. Mais, en tout cas, effectivement, de toutes les équipes que tu viens de citer là, c'est celle pour laquelle peut-être sur le parquet, en termes tactiques, en termes de jeu, c'est peut-être la plus pertinente. Mais Hmm. Un truc qui joue en faveur de Memphis pour échanger Jamoran. Il faut penser quand même que Desmond. Il est parti pour combien de pics de draft, Desmond Bain? Il y a eu 4 pics de draft? 4 premiers pics. ouais, c'était Euh, 4, je crois. En fait, ce genre de transfert, t'as l'impression qu'on n'en verra plus. Qui aurait mis une pièce en 2022 sur le fait que Desmond Bain parte pour beaucoup plus cher que Jamorant
du point de vue des Grizzlies, quoi. Bah, personne. 2022, c'est la saison de l'explosion absolue de Ja C'est Morant. fascinant, Il quoi. est MIP, il est dans le classement du MVP. Cette saison-là, elle était folle. Mais de toute façon, son début de carrière, c'est un modèle, hein, Ja Morant. Saison rookie, il est rookie de l'année. Deuxième année, il continue à peu près sur le même rythme. La troisième, il explose complètement en passant à plus de 27 points par match. Enfin, c'était la folie. Hein. Moi, j'étais comme un dingue devant Ja Morant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le truc qui joue en faveur de Memphis, c'est le fait que Morant n'a pas été All-NBA en 2022-2023, et ça, c'est John Hollinger non, Bobby Marks d'ESPN qui le rappelle. Il aurait pu signer, une extension de 5 ans à 237 millions sur 5 ans, et au final, il a signé pour 197 millions. Ce qui fait que les salaires qu'il va toucher dans les prochaines saisons, c'est 39,5, 42,2 et 44,9. Ce qui reste beaucoup trop pour sa production actuelle. Oui, mais ça aurait pu être 47,3, 50,6 et 53,9. Donc 50,6 et 53,9, ça aurait été les 2 prochaines saisons. Ça aurait été horrible. Ça aurait été catastrophique. Surtout pour une équipe, pour intégrer ce genre de salaire dans son salary cap, c'est beaucoup plus compliqué forcément, et ça implique d'autres joueurs. Il y a un truc extrêmement intéressant que tu as dit tout à l'heure, Charlie, c'est le fait que plus je regarde le deal potentiel concernant Ja Morant, plus je me dis potentiellement on aura soit un deal un peu cru comme celui de Trae Young, avec le fait que les Grizzlies vont... S'ils arrivent à récupérer un second pick de draft, déjà, ça serait énorme. J'ai presque envie de croire, quoi. Mais un échange purement salarial, quoi. Encore une fois, quasiment un salary dump. Potentiellement, ça va être ça. Ou, ce que tu disais, toi, tout à l'heure, une opération avec trois voire plusieurs équipes qui vont venir se greffer pour faire bouger certaines pièces. On pense notamment à Michael Porter Jr. des Nets, bien que de plus en plus les Nets, ils se murmurent qu'ils ont bien envie de garder Michael Porter Jr., non pas pour faire quoi que ce soit avec lui, mais pour l'échanger l'été prochain, où sa valeur pourrait atteindre un pic absolu. Donc, et où ils seront en position de force pour négocier, contrairement à maintenant où les équipes sont un peu plus précautionneuses, parce que en termes de salaire et en termes d'assets, c'est un peu plus compliqué de monter des deals. À mon avis, ça va être soit l'un, soit l'autre. Soit un truc avec 3-4 équipes, un truc comme ça, soit un truc à la Trae Young, comme on a vu là, avec quasiment pas de pic et des joueurs bizarres impliqués dans l'opération, quoi. Ouais, non, effectivement, moi je pense qu'on se dirige vers un truc comme ça. Après, moi j'ai vu d'autres équipes être citées, mais de la même manière, j'y crois pas vraiment. J'ai vu que Sacramento était vite fait cité sur le dossier, mais bon, visiblement, c'est surtout dans l'optique de refourguer le salaire de DeRozan. Je suis pas sûr que ça soit intéressant ni pour les Kings ni pour Memphis. Oui, c'est ça. Même Memphis, manifestement, ils sont très intéressés sur le fait de ne pas récupérer un contrat qui s'étend sur je sais pas combien pour une somme prohibitive, quoi. Ouais, après DeRozan l'année prochaine, son contrat il est pas complètement garanti, hein, donc je pense qu'il y a peut-être quand même moyen de réussir quelque chose. Mais... Info intéressante. Ouais. Et l'autre équipe, la dernière équipe que j'ai vu être citée, mais alors ça franchement je ne comprends pas, c'est les Clippers. Aujourd'hui pour moi les besoins des Clippers ne collent absolument pas au profil de Ja Morant. Ils ont besoin d'adresse, ils ont besoin de défense, ils ont besoin d'intensité, de joueurs fiables. Bref, ils ont besoin de tout ce que n'est pas Ja Morant. Sa compatibilité avec James Harden. Tu peux pas demander à Ja Morant de jouer off the ball, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui confies la gonfle, ça va lui plaire à James Harden, ça. Et puis même défensivement, le duo Morant-Harden, ouais, non, je comprends pas cette rumeur sur les Clippers, et franchement, si les Clippers font ça, ce sera une grosse interrogation pour moi. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de portée là-dedans, parce que pour le coup, les Clippers, on en avait déjà parlé toi et moi, il y a un dénominateur commun à leur effectif, c'est quasiment tous les joueurs sont plus là à partir de 2027. Tous les contrats s'arrêtent et ils peuvent repartir sur une situation financière quasiment vierge. Oui, et puis surtout les Clippers. Je crois qu'il n'y a que Zubac. Les Clippers ont enfin lancé leur saison. Oui. Je vois pas l'intérêt pour eux de faire ça aujourd'hui. Hein. Et sur The Athletic, il y a justement la proposition d'un transfert. Et le transfert, c'est Ja Morant et John Konchar contre John Collins, Bogdan Bogdanovic, Kobe Brown, un pic protégé de 2030 des Clippers.
pourquoi les Clippers iraient savater un pic de draft pour une opération où clairement tu pars sur 2 saisons où, comme tu l'as dit très justement, l'entente avec James Harden et Kawhi Leonard, elle est quand même sacrément tendue, quoi. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi ils iraient faire un coup pareil. Et que le contrat de Ja Morant s'étend au moins jusqu'en 2028, il me semble. Oui, oui. Donc pareil, d'un point de vue financier, tu te remets dans la sauce alors que t'es pas obligé de faire ça. Personne te force à le faire. Hein, les Clippers? Personne vous oblige à faire n'importe quoi. Enfin bref, tu te rends compte de ce que je suis en train de dire, de ce que je viens de dire. Récupérer Ja Morant, ça équivaut quasiment à faire n'importe quoi. Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que Charlie, le potentiel de Ja Morant, la promesse de Ja Morant, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que ça existe encore, le Ja Morant qui est capable de retrouver le droit chemin, si je puis me permettre de dire ça ainsi, sans paraître moralisateur à la con? Est-ce qu'il existe ce Ja Morant là, encore une fois? Bah, en fait, le seul qui peut répondre à ça, c'est lui-même, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il a même pas 27 ans, il est même pas, en théorie, même pas dans son prime. Oui, moi, j'ai envie de te dire que si demain, il se rend compte que bah, la chose la plus importante pour les années à venir pour lui, c'est le basket, et que sa carrière est en train de prendre un virage qui est catastrophique, et que bah, il a envie de redorer son image, de montrer quel joueur il est. En théorie, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, c'est voilà, il faut vraiment que ça vienne de lui en fait, c'est tout. Et comme jusqu'à présent il l'a pas fait, j'y crois pas trop. Alors peut-être que c'est une question de franchise, tu vois. C'est ce que je te disais quand on évoquait le cas Miami. Peut-être que se retrouver dans un environnement comme celui du Heat, avec une énorme exigence, un excellent coaching staff, un front office très sérieux, peut-être que ça lui ferait du bien, peut-être que ça l'aiderait. Euh, mais mais c'est clair qu'aujourd'hui j'ai du mal à y croire. Ouais. Et franchement, ça m'emmerde hein, de répondre ça. J'aimerais vraiment bien qu'on le retrouve, hein, ce Ja Morant là, mais bon. Ouais, c'est vrai. J'ai peu d'exemples de chutes aussi vertigineuses que celle de Ja Morant. Moi, c'est ça qui m'inquiète le concernant. J'aimerais que ça ne soit pas le cas pour lui. En fait, c'est surtout, on a peu d'exemples d'un joueur dont la chute ne vient pas des blessures. C'est pas les Ouais, blessures aujourd'hui qui expliquent cette baisse de production, tu vois. C'est pas ça. Ça a joué forcément, ça a eu un impact, mais c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est ce qui se passe dans sa tête, en fait. complètement. Et ses capacités, je veux dire, et le profil de joueur qu'il est. Pour moi, le profil de Ja Morant, et notamment ses grandes difficultés au tir, ne sont pas une bonne chose pour n'importe quelle équipe qui déciderait de faire appel à ses services. Et dans la NBA moderne, je pense que c'est quand même très compliqué d'avoir du sex appeal si t'es pas foutu de planter un pourcentage correct de tes tirs et d'avoir une sélection de tirs à peu près intelligente et qui a du sens, quoi. Et aujourd'hui, si tu regardes statistiquement les, les, l'efficacité offensive de Ja Morant, c'est les abîmes. C'est les abîmes total. Alors, et c'est pas sur la saison là que là, c'est sur les 3 dernières saisons. Si tu regardes concrètement ces pourcentages, non seulement c'est en baisse constante, mais il y a pas de, c'est difficile de croire que ça va s'améliorer, quoi. Ouais. Et j'ai rarement vu de joueurs en NBA aussi prometteurs soit-il qui à cet âge-là entamait une descente inquiétante en termes de production statistique et qui parvenait à relever la tête de manière convenable, quoi. Non, mais c'est Et clair que déjà un joueur qui chute autant à 24-25 ans, Mhm, c'est terrible. complètement. Alors, on peut parler, voilà, de sa motivation, du fait que ses suspensions, les problèmes hors terrain, tout ça ont eu une importance. Je pense que aucune. Enfin, j'ai hâte de voir si certaines équipes NBA vont faire leurs devoirs, vont mener leurs enquêtes et déterminer ce qu'il en est.
Mais j'ai l'impression que Ja Morant a été lâché par la NBA, qui ne compte plus du tout sur lui comme ils ont pu compter sur lui à un moment. C'est-à-dire, c'était vraiment une tête de gondole. Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je ne vois pas aujourd'hui quel élément de réassurance on peut avoir le concernant. Je ne suis pas du tout rassuré quand je vois Ja Morant. Il y a quelques éclairs de temps en temps sur certains matchs où tu Oui. peux te dire, tiens, il est encore là. C'est pour ça que je te pose la question. Et moi, j'ai pas de certitude absolue par rapport à tout ça. Je suis par contre effectivement plutôt pessimiste. Je suis plutôt pessimiste le concernant, clairement. Ouais, ouais, non, mais pareil, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Aucune certitude, mais effectivement, il y a des moments où on retrouve un peu le joueur qu'il était, où on se dit, bah voilà, ça reste Ja Morant, ça reste un joueur fascinant, ça reste un joueur exceptionnel, mais le problème, c'est est-ce qu'il est vraiment capable d'être ce joueur sur la durée? C'est toute la question, et c'est toute la difficulté de la NBA. Ouais. Franchement, Ja Morant et les Grizzlies, c'est vraiment un cas d'école. Pour tous les auditeurs, sachez que moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est vraiment le fait que, voilà, comme les Grizzlies, on peut être la sensation du moment et 3 ans plus tard, on est en train de compter les morts dans son jardin, quoi. C'est exagéré de dire ça, c'est très glauque, mais c'est-à-dire que si tu es fan des Grizzlies, tu étais dans une espèce de transe ultra optimiste en 2022, et aujourd'hui, tu te dis, mais c'est quoi le chemin de la reconstruction? Et quelque part, le deal pour Desmond Bain, mon Dieu, mais comment ça leur a sauvé la vie aux Grizzlies? Ouais, ça fait Tu du te bien, dis, hein. mais heureusement qu'on a profité de cette petite fenêtre où les gens étaient prêts à lâcher des pics de draft pour en récupérer le maximum, quoi. C'est Parce clair. qu'aujourd'hui, ça a l'air quand même super compliqué d'avoir ça. Ouais, Et non, c'est non, mais pas, c'est c'est clair. pas Ja Morant qui va t'apporter des premiers pics de draft, clairement. Non, ouais, à moins de trouver vraiment des pigeons de luxe, mais je n'y crois pas. Oui, j'ai hâte de voir le deal. On va en reparler. Ça se trouve, ce qui serait ballot, c'est que ça se passe cette nuit et que notre épisode soit périmé en moins de 24 heures. Ça serait drôle. Mais, euh, mais on verra à quoi ça ressemble. Et on va en reparler quand ça se passera, ça c'est sûr. Ouais. On va très certainement en reparler le moment où ça va se produire et on verra bien ce qu'il en est et qui, quoi, comment. Et bon, il n'y aura plus de spéculation à ce moment-là. Ah, mais ça peut être potentiellement drôle. C'est Moi, je clair te et dis, net. moi, j'ai une destination de rêve, moi. Moi, Vas-y. je veux que les Pels y aillent, moi. Ah, quitte à ne pas vouloir trade des Zion, autant y aller à fond. Allez, tu réunis les Mais deux pour premiers choix de qui? 2019. Mais des gens que D'accord. t'aimerais! Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah non, bah oui, quitte à y aller, et tu vas vraiment au Memphis qui récupère des joueurs que t'aimerais, qui a 2 ans de contrat. Bon, faudra bricoler parce que ça matche pas vraiment. Puis ajouter des pics, les Pels, je sais pas si vous en avez encore en stock, mais c'est pas le genre de truc qui vous pose problème habituellement. Donc, Ils en ont donné le plus, plus important. ils sont alignés en termes de contrat, ils sont alignés en termes d'âge, c'est les deux premiers choix de la draft 2019, c'est parfait, ça laisse 2 ans et demi aux Pels pour continuer à faire n'importe quoi avant de tourner la page, parfait. Tu sais quoi? J'adorerais ça, Ouais, Charlie. franchement, ce serait trop drôle. Je vais appeler Adam Silver. Je vais lui demander qu'il t'engage au front office des Pelicans pour suppléer Joe Dumars et que tu Ouais, puisses avec plaisir. et que tu puisses mettre en place ce transfert. J'adore, j'adore. Ja Morant et Zion qui sont ultra potes en plus, Bah ça ouais. serait génial. Les deux mecs, la promesse des dunks et du spectacle. Je suis pas Et puis, sûr que ce soit l'idéal pour eux, hein, parce que et puis justement, finalement, c'est le shit show absolu. ouais, ils sont peut-être trop potes, justement. J'adore. Non, j'adore, j'adore. Il y en a un, c'est les Guns et l'autre, c'est OnlyFans. J'adore, j'adore. C'est trop bien. Je suis tout à fait pour Charlie. Putain, mais fais quelque chose. Envoie un CV au Grizzly, je sais pas, merde. Ouais, Non, au Pelicans. ouais, aux Pelicans plutôt, parce que si j'arrive aux Grizzlies et que je leur ramène des joues Temeray contre Ja Morant, je suis pas sûr d'être très apprécié par la fanbase. Ah, j'adore. Ah, je veux que ça se passe. Maintenant, je vais penser qu'à ça. Je vais être obsédé par cette idée de transfert. Bravo, Charlie. Écoute, c'est avec Oh. plaisir. Non, mais c'est pour ça que t'es récurrent dans le podcast, Charlie. C'est pour ce genre d'événement, c'est pour ce genre de moment. On va parler des Suns si tu veux bien. Les Suns sont l'exemple même que le talent en NBA ne suffit pas. Tu peux avoir Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal et malgré tout végéter au fin fond du classement de ta conférence. Alors que les Rockets traversent une mauvaise passe actuellement, Phoenix surfe sur la vague
du bonheur collectif avec 8 victoires sur les 10 dernières rencontres et surtout une 6e place au sein de la conférence Ouest, juste devant, je te le donne en mille, Houston, Incroyable l'équipe ça. avec laquelle ils ont réalisé le transfert qui a envoyé Kevin Durant aux Rockets en échange de Dylan Brooks et Jalen Green. Si ce dernier n'a quasiment pas joué cette saison en raison des blessures, Dylan Brooks a fait ce qu'il désormais a l'habitude de faire, j'ai envie de te dire. Changer la culture d'une franchise, imposer son intensité défensive envers et contre tout, du coaching staff aux joueurs du banc. Cette équipe paraît transfigurée comparée à la saison passée. Charles, on a déjà parlé des Suns, mais il fallait qu'on en reparle impérativement, tant ils sont impressionnants. Et je pense que tu partages mon opinion. Bah ouais, moi je suis très agréablement surpris. Alors je m'attendais à ce que la saison se passe mieux que la précédente. J'attendais pas forcément un énorme changement dans les résultats, mais au moins un meilleur état d'esprit, que ça soit moins la sinistrose que ça a pu être la saison passée. Mais de Ouais. là à aller voir dans le top 6 début janvier, ça j'avoue, je l'avais pas vu venir. Récemment, ils ont battu OKC, ils ont battu les Knicks, tu l'as dit, ils sont sur une grosse série. Mais leur tableau de chasse, il est Mais extraordinaire. oui, mais Il c'est est clair. extraordinaire. Et effectivement, le fait qu'ils soient devant les Rockets au moment où on parle, ça doit vraiment faire beaucoup plaisir à une grande partie de leurs fans. Et Surtout ouais, qu'ils ont mal commencé l'année, les Suns. Ils ont mais c'est clair. commencé, que 4 défaites, une victoire sur les 5 premiers matchs. C'était un peu la merde, quoi. Ouais, Et c'était puis, vraiment la merde. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ce que fait Jordan Hodge. Je trouve que le jeu pratiqué par les Suns, c'est cohérent. Je trouve qu'il est très bon sur le timing de ses temps morts pour casser le rythme de l'adversaire. C'est ce qu'il a fait contre Memphis, justement, d'ailleurs, il y a 2-3 jours, là. Ses rotations sont pertinentes. Alors certes, c'est plus facile d'avoir des rotations pertinentes quand tu as une vraie rotation, mais il n'empêche que ses choix sont judicieux. Il n'a pas peur de confier des responsabilités à sa seconde unit. Ses joueurs lui rendent bien. C'est une équipe qui défend bien. Sur les 10 derniers matchs, c'est le meilleur defensive rating de la ligue, devant les Spurs et le Thunder. Sur l'ensemble de la saison, c'est le 5e. Ils je peux sont... dire un truc vite fait par rapport à ça. Bien sûr, vas-y, vas-y. Depuis la mi-décembre, les Suns ont le 2e meilleur net rating de la NBA, 3e meilleure défense, et 11e attaque. Ils sont sur des productions d'une équipe de playoff très sérieuse. C'est clair, et ils sont trop pénibles à jouer, ils sont insupportables pour forcer les pertes de balles adverses, ils perturbent extrêmement bien la circulation de balles des adversaires et tout, enfin, c'est vraiment une équipe qui est pénible à jouer, c'est aussi une équipe au rebond qui est un peu schizophrène, ils sont assez faibles au rebond défensif, mais alors de l'autre côté du parquet, c'est une équipe qui est élite en termes de rebond offensif, c'est une plaie, et c'est clairement une volonté du coaching staff, hein, il a très souvent 2 ou 3 joueurs en position de jouer le rebond offensif dans la raquette adverse. Il y a plein de choses intéressantes dans cette équipe. Ils ont des shooters à 3 points vraiment fiables, notamment Royce O'Neal ou Colin Gillespie. Colin Gillespie. Mais Gillespie, c'est peut-être une de mes histoires préférées en NBA cette saison, quoi. Bah Parce qu'il est ouais, passé à Denver, je l'ai fréquenté pas mal, Colin, quand il est passé à Denver, où c'était un role player, fond du banc, il galérait pour avoir des minutes, et quand il jouait, bah, t'étais pas forcément plus impressionné que ça, même s'il était plutôt sérieux comme meneur de jeu, troisième meneur de jeu. Cette saison, il est absolument époustouflant sur le terrain, c'est mais, incroyable. mais même l'année dernière, hein, il n'était pas très bien utilisé. Le peu de temps de jeu qu'il avait, c'était pas terrible. Là, son temps de jeu, il a été multiplié par 2. Il tourne à 40% à 3 points en prenant 7 par match. Et C'est- l'attitude, Ouais, ouais. l'attitude sur le terrain, c'est Mais ça, c'est global, génial. hein. Moi, je trouve que Ouais, toute ouais. cette équipe, il y a que Dylan des Brooks, mecs qui gars. ont une bonne attitude. Ouais, c'est ça, Dion Brooks. Enfin, voilà, il y a aussi des mecs qui sont élites à mi-distance, Devin Booker évidemment, mais même Dion Brooks cette année à mi-distance, il est pénible, hein. Il les met ses paniers sans problème, il fait une sacrée saison. Enfin voilà, je trouve que c'est une équipe qui est vraiment intéressante, et surtout je me dis, mais en fait si cette équipe parvient à faire progresser son attaque, et c'est un peu l'idée que beaucoup de fans ont derrière la tête avec le retour de Jalen Green, ça peut Mais vraiment bien devenir sûr. une équipe super pénible à jouer pour beaucoup d'équipes à l'Ouest, parce que les places pour les playoffs, elles sont très très chères, même si évidemment la saison est encore longue. D'ailleurs là, ils partent pour un road trip à l'Est, ils vont avoir quelques matchs pas faciles, notamment ils enchaînent Miami, Détroit et New York en 5 jours. Donc j'ai assez hâte de voir comment ça va se passer. A priori, si j'ai bien compris, Jalen Green devrait faire son retour pendant ce road trip, et ça aussi, je suis très curieux de voir comment il va s'intégrer dans cette équipe.
Mais ouais, c'est une vraie belle saison du côté de Phoenix. Les choix faits cet été ont été pertinents. Évidemment, l'arrivée de Dillon Brooks avant tout. Il a une influence sur cette équipe qui est super, mais même l'arrivée de Jordan Goodwin, qui a eu une saison très compliquée aux Lakers, qui a fini coupé pour permettre l'arrivée de Marcus Smart, il a très bien trouvé son rôle à Phoenix. On peut parler de Mark Williams ou pas, qui a quand même été maltraité par les Lakers l'an dernier, qui ont annulé le deal pour le faire venir. Il a dû retourner aux Hornets, soi-disant, sa santé était problématique. Et Mark Williams s'était exprimé là-dessus en disant que c'était pas, que c'était, comment dire, un peu pénible pour lui de devoir gérer ce capotage de transfert et d'avoir cette réputation tout d'un coup qu'il y aurait un problème physique avec lui. Et lui, dans sa production à Phoenix, il a été transféré lors de la draft et il a vraiment trouvé sa place. Il végétait auparavant à Charlotte. C'est aussi un joueur qui a apporté un punch dans la raquette des Suns qui est indéniable, Ouais, clairement, ouais. Mais il y a dans plein le de joueurs recrutement. intéressants dans cette rotation. Ozoego Daro, hyper intéressant aussi. Enfin, ouais, moi je suis vraiment séduit par ce qu'on voit et en plus je trouve que bah il continue à faire des bons choix. Là, tu vois, Matisse Bia a été extrêmement réactif dès qu'il a commencé à avoir des rumeurs sur l'avenir de Dillon Brooks, dès qu'on a commencé à parler d'intérêt d'autres équipes, il a immédiatement réagi. Dillon Brooks visiblement a adoré le fait qu'il y ait eu cette réaction là aussi rapide. Enfin, écoute, pour le moment, tout se passe bien et franchement, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. C'est impressionnant à quel point. Tu vois, la dernière fois qu'on a parlé de Phoenix, on a dit, cette équipe, elle a retrouvé le plaisir de jouer et du coup, bah, elle est beaucoup plus Mmh. plaisante à regarder aussi parce que, tu vois, en tant que spectateur, on est forcément aussi sensible à ça. Et je confirme, cette équipe, elle est vraiment très très plaisante à suivre. Je suis pas foncièrement fan de Matisse Bia. J'ai pas aimé son entrée en NBA et la façon dont il a géré ses opérations. Moi non plus, mais il a reconnu qu'il s'était planté et il a changé Ouais, depuis. Et ça, c'est quand même pour des mecs qui sont dans cette sphère financière, dans cette sphère ouais. de pouvoir et tout, c'est quand même pas si anodin. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il avait annoncé le fait que Phoenix serait probablement une bien meilleure équipe cette année à l'intersaison. Ouais. Et beaucoup de gens avaient rigolé. Tout le monde beaucoup s'était moqué de lui. Et très sincèrement, moi-même, jamais de la vie, j'aurais mis un billet sur les Suns. J'étais tellement parti sur, enfin, j'avais tellement gardé cette idée que c'était une franchise mal gérée. Jordan Haute, c'était impossible de savoir ce qu'il valait en termes de coaching. C'est clair. J'ai pas vu le projet. Va mettre une pièce sur Colin Gillespie, va parier le fait que Mark Williams s'exprime à ce point-là, que Grayson Allen monte d'un cran, que Dillon Brooks. Pareil, Dillon Brooks, on voit qu'il a taffé comme un malade. Et c'est un joueur qui a toujours progressé par ailleurs, qui a vachement réglé ses problèmes de sélection au tir. Alors, des fois, il prend encore des tirs un peu à la con, mais n'empêche qu'il rentre ses turnaround jumpers, ses fade-away, ainsi de suite. Tu vois qu'il a énormément bossé là-dessus et qu'il a beaucoup moins de déchets qu'auparavant. Ouais, et puis son Donc, image là dans la ligue, jamais sa cote a été aussi haute, jamais son image a été aussi bonne. C'est marrant, il y a un peu un mais parce que côté. c'est un culture changer. Oui, mais du coup Et c'est marrant, tu vois, il y a vraiment c'est un peu les destins liés, tu vois. Phoenix l'année dernière, c'était un peu la risée de la ligue. Là, cette année, ils sont vraiment en train de changer ça, et ça se fait avec Dillon Brooks, qui lui aussi a quand même une image qui, dans sa carrière, a parfois été assez mitigée, il a parfois été un peu pris de haut, un peu moqué. Ah bah là, y a plus grand monde pour se foutre de sa gueule à Dillon Brooks. Et très franchement, qui prenne son tour de la victoire, Matisse Billa, parce que personne n'avait parié sur cette équipe. Tout le monde disait que ça allait être l'absolue catastrophe, qu'ils auraient une des pires défenses de la NBA. The Ringer avait dit ça notamment. Et Matisse Billa a balancé ça sur les réseaux en disant bah ouais, les gars, des fois vous dites des trucs bien, mais des fois vous dites de la merde, quoi. Comme Et lui, oui, tout à fait. Comme nous, comme beaucoup comme de gens tout le qui monde, parlent, ouais. qui donnent leur opinion sur des sujets basket, notamment, et sur d'autres trucs. Mais, je trouve que c'est vraiment une histoire assez extraordinaire, cette équipe des Suns. Ah ouais, ouais, moi c'est une de mes Justement saisons parce préférées de la saison. que ça nous fait mentir, parce que c'est le genre d'histoire comme on a toutes les saisons, mais on sait jamais qui ça va être.
et cette espèce de franchise qui arrive à surclasser toutes les attentes qu'on pouvait avoir en elle. Et je suis content pour Devin Booker qui montre également, lui, de très bonnes choses sur le terrain. Franchement, il est assez exemplaire sur ce qu'il démontre. Euh, et voilà, et ça m'a fait rire parce que tu vois, quand ils ont perdu face à Houston, quand Kevin Durant a planté le panier de la gagne, et on lui a demandé, bah ouais, est-ce que ça avait une saveur particulière parce que c'est Phoenix? Et lui, il a dit, bah c'est la première fois de ma carrière qu'on me met littéralement dehors et qu'on me dit, bah non, on veut plus de toi, quoi. Et, et je trouve ça assez cocasse le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette équipe des Suns et Dylan Brooks qui est en train de surfer une vibe pas possible et les Rockets qui sont un peu dans une crise. Je ne sais pas si ça va durer, ni pour les Suns, ni pour les Rockets, mais ce carrefour auquel on se trouve sur ces deux franchises aujourd'hui, le fait qu'elles soient liées par ce deal et le fait qu'elles soient diamétralement opposées à l'instant T où on en parle, je trouve ça assez fascinant. Ouais, et c'est dommage parce qu'ils se rejouent pas avant la toute fin de la saison. Les Suns et les Rockets, et j'aurais adoré là qu'ils se rejouent dans la situation actuelle du classement, tu vois. Avec Hmm. Phoenix devant Houston, ça aurait été magnifique. Dion Brooks se serait mais régalé. Je te dis, moi j'ai envie de voir les Suns face aux Lakers. J'ai envie de voir ça tous les jours. J'ai envie de voir Dylan Brooks qui fait péter un câble à LeBron James. Ça me fait tellement rire. Ça rejoue quand le 27 février, pardon. Et dans la nuit du 10 au 11 avril. Je vais être là. Je te dis, je vais acheter le maillot de Dylan Brooks, Charlie. Ah, surtout que Et c'est je... la belle, hein. Je crois qu'il y a déjà eu une victoire de chaque côté là depuis le début de la Ouais. saison. Ah non, mais moi, ça me fait mourir. Ça me fait mourir. J'adore. J'adore. Ah non, il y a On eu va 3 terminer. matchs déjà, pardon. Je crois qu'il y a quoi? C'est 2 victoires pour Phoenix et une pour Exactement. les Lakers, c'est Tout ça? à fait, ouais, c'est ça. Mm. Dont une défaite de Phoenix, c'était à l'arraché, quoi, hein. Ouais, ouais, une possession d'écart. Tout à fait. Ouais. On va terminer le podcast avec Anthony Black à 21 ans. Il est en train de prendre une véritable épaisseur dans son jeu, une place de plus en plus capitale dans l'effectif du Magic d'Orlando. Sur la période qui va de la mi à la fin décembre, l'ailier arrière a enchaîné les performances sur le terrain, dont une sortie impressionnante à 38 points sur le parquet des Nuggets, je m'en souviens très bien. Tu m'étonnes. Non, sur le parquet face aux Nuggets, c'est parce que ça se joue à Orlando pour arracher la victoire à domicile. Mieux encore que ses exploits offensifs, Anthony Black est une menace défensive qui impose sa présence sur le terrain, qui défend la plupart du temps le meilleur joueur adverse. Résultat, Jamal Mosley ne peut plus s'en passer et lui confie de plus en plus de responsabilités, aussi et parce que Franz Wagner est blessé. Mais dans le courant du mois de décembre, son taux d'usage a dépassé celui de Paolo Banchero, alors pas de très peu, hein, mais quand même, je trouve que ce symbole est pas négligeable. J'ai pas envie de tirer de conclusion hâtive concernant son devenir au sein de la franchise d'Orlando, parce il a encore bien le temps d'évoluer, mais si l'équipe d'Orlando se maintient un flot au sein de la conférence Est, c'est en partie grâce à Anthony Black et à sa montée en puissance. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il arrive à la fin de son contrat rookie. Il a été drafté en 2023. Il va falloir le re-signer. Il va être éligible, je crois, pour une prolongation l'été prochain. Je pense qu'il y a plein d'équipes en NBA qui ont coché Anthony Black sur leur tableau en disant lui, s'il est disponible, on lui balance des thunes. Je sais pas ce que tu en penses, Charlie, d'Anthony Black. On en a beaucoup parlé, toi et moi. On sait à quel point il a de la valeur, ce joueur. On le voit venir depuis un moment. On en parle en off, on en a parlé dans le podcast. Et je t'avouerai que je suis ravi de le voir déployer ses ailes. Ouais, pareil, je suis super content. Il est en train de faire une saison remarquable. Il est clairement une des raisons pour lesquelles Orlando n'a pas sombré malgré les blessures. Tu Mm. as parlé de son mois de décembre. Son mois de décembre, il est remarquable. Effectivement, le match face à Denver est un point d'orgue magnifique avec ses 38 points, mais la veille, il en met 24 contre Charlotte. 2 jours plus tard, il en met 27 contre Toronto. Ses progrès en attaque cette année sont flagrants, et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui, il soit cité parmi les candidats au titre de MIP. Sur le fait que son taux d'usage ait été supérieur à celui de Banchero en décembre, moi je vais quand même mettre un petit bémol. Banchero
au mois de décembre, il revient d'un mois de blessure, il s'est remis en rythme petit à petit. Enfin, tu T'as vois, pour moi, tout à fait raison. Ouais. y a pas de conclusion définitive à tirer là-dessus. Ce qui est Non, clair, non, par contre. c'était pas un tacle pour Non, non, je sais Paolo bien. Banchero. Non, toi non, mais C'était, il y a des médias qui ont dit, ouais, tu vois, qui ont posé la question de l'avenir de Banchero au regard de cette stat. Enfin, en tout cas, ça a nourri le narratif autour de l'avenir de Banchero que certains moi, pour je certains, souligne le fait que Jamal Mosley lui confie la gonfle tout et à qu'il a fait. su largement quoi en faire Ah sur ouais, le ouais. terrain et aider l'équipe à se maintenir. Mais c'est un joueur intelligent, Anthony Black. À Franchement, 21 ans, je suis désolé, il waouh, est hyper intelligent, ce mec. Et, en tout cas, ce qui est clair, pas c'est grand-chose que, qu'il sache pas faire. Surtout, avant, il avait un ouais, vrai problème d'adresse à 3 points, mais aujourd'hui, en fait, le fait qu'il soit efficace dans ses tirs, qu'il soit aussi bon dans son jeu en pénétration, il a fait des progrès de malade. J'ai plus le pourcentage qu'il a dans ses réussites. Je l'ai noté, je vais le retrouver. Sur ses tirs à l'intérieur et en pénétration, mais c'est exemplaire. mais, Euh, donc voilà. mais en fait, Pardon. ouais, déjà la saison dernière, je le trouvais en progrès. Moi, j'adore ses attitudes, j'adore son état d'esprit. Et ce que je trouve hyper intéressant avec lui, c'est en fait la manière avec laquelle il a fait sa place en NBA. C'est un modèle que pourraient suivre beaucoup de jeunes sur ses 2 premières saisons NBA. C'est avant tout son travail défensif qui lui a permis d'être important dans la rotation de son Complètement. équipe, sa capacité à être agressif sur le porteur de balle adverse notamment. Et en parallèle de ça, il a bossé pour développer son jeu. Et aujourd'hui, même en attaque, il est une pièce vraiment importante de cette équipe. Et c'est important, en fait, de comprendre pour les gens qui découvrent la NBA ou qui suivent ça d'un peu plus loin. Tous les jeunes qui arrivent en NBA sont pas capables de tourner à 15 points par match tout de suite. Ça veut pas dire qu'ils vont pas développer un jeu offensif capable de leur permettre d'exister. Et en attendant que ça soit le cas, l'implication défensive, l'intensité, c'est des éléments qui sont capitaux pour trouver sa place dans une rotation. Et lui, il l'a parfaitement fait. Et c'est aussi pour ça que toi et moi, on en parlait pas mal, c'est que vraiment les attitudes qu'il avait sur le parquet, ce mec, ça montrait vraiment qu'il avait de quoi être un vrai joueur NBA. Et c'est clair que là, il est en train de donner des migraines au front office, parce que aujourd'hui à Orlando, il y a déjà beaucoup Hum, d'argent mais engagé complètement. sur Banchero, Wagner, Bain et Suggs. Et son contrat rookie, il expire à la fin de l'année 2027. Tu l'as dit, il est éligible à une prolongation dès cet été. Et c'est clair que s'il continue sur le rythme qui est le sien cette saison, il va y avoir énormément d'équipes prêtes à lui donner de l'argent, parce qu'un joueur fiable des deux côtés du parquet, intelligent, qui met de l'intensité, qui fait la bonne action au bon moment, c'est quelque chose qui est très très précieux aujourd'hui dans la ligue. Mais absolument. C'est ce genre de Et profil-là, tu vois, sur lesquels tu dois mettre de l'argent aujourd'hui, quoi. en fait, il y a aucune. Là, c'est pas aujourd'hui que je vais parler de l'impact et tout ça sur le Magic, la relation entre le Magic et Paolo Banchero. Mais de plus en plus, il y a des gens quand même que je considère comme étant pertinents et dont l'analyse m'intéresse énormément. Je pense notamment à Tim Legler, qui est dans le All NBA podcast, qui est c'est sur ESPN, je sais plus sur quelle chaîne il commente les rencontres, mais qui parle beaucoup de ça. Mais enfin, moi, j'écoute beaucoup dans les podcasts. Zach Lowe en a parlé également dans son podcast. D'autres journalistes qui m'intriguent, enfin, qui m'intriguent, pardon, dont le travail, je le trouve absolument respectable et leurs avis souvent extrêmement pertinents, ont parlé de ça également. C'est le fait que Paolo Banchero, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se montrent pas pessimistes, mais qui commencent à avoir des doutes sur sa capacité à faire évoluer son jeu. Ce qui est assez particulier dans le sens où, par exemple, si tu regardes ses dernières performances, là, notamment la récente victoire face à Brooklyn, le mec, il plante 30 points sur 19 tirs, 14 rebonds, 6 passes décisives et le panier au buzzer en prolongation. Tu te dis, Paolo Banchero, c'est une putain de superstar, quoi. Il y a aucun problème, je vois pas pourquoi on discute de ça. Le match Mais en fait, d'après, hein. parce que le match d'après, on retrouve plus ce Paolo Banchero là. Oui, mais en fait, il faut pas se laisser avoir par ce genre de performance forcément individuelle sur un match donné. Il faut voir aussi l'impact collectif. Et aujourd'hui, Paolo Banchero, ce que beaucoup de ses commentateurs disent, c'est qu'on lui demande de moins accaparer le ballon pour varier le jeu du Magic, permettre aux autres joueurs de s'exprimer sur le terrain. Et le pire là-dedans, c'est que quand il a été blessé, il a bien vu ça. Lui-même l'a reconnu dans les médias. Il a dit, il va falloir que je fasse évoluer mon jeu et que je fasse plus de confiance dans mes coéquipiers, que je fasse baisser mon taux d'usage. Ce qu'il a fait. Donc,
il a aussi une très très bonne attitude, Paolo Banchero. Son problème, c'est son efficacité au tir qui est en dessous de la ligue et son régime de shoot. Il prend trop de tirs à mi-distance lointain, il fait trop de pull-up à 3 points alors qu'il est catastrophique. Sur les 251 joueurs qui ont joué au moins 500 minutes cette saison, Banchero se classe 246e au shot-making sur une stat qui calcule l'efficacité d'un joueur au tir en ajustant le degré de difficulté du tir pris. Donc en fait, Paolo, il a un problème de sélection de ses tirs, de prise de décision, savoir à quel moment il doit tirer ou pas, à quel moment les défenses viennent l'acculer parce que c'est un joueur très talentueux et ça va libérer des opportunités ailleurs. Bizarrement, parce qu'il sait dribbler, il sait passer, il a du mal à faire ça. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Orlando est marginalement meilleur en attaque quand il est sur le terrain. Ils sont à plus 0,7 points quand il joue toutes les 100 possessions, contre plus 1,7 quand ni lui et ni Franz Wagner sont présents selon The Ringer. Donc, Banchero n'a pas l'impact qu'il devrait avoir, n'a pas l'impact d'un franchise player. Et je sais que ça paraît assez compliqué d'intellectualiser ce truc-là. Et c'est pas qu'il ne veut pas, mais pour le moment, il n'arrive pas à traduire son talent sur le terrain. Ouais, et ça, c'est fascinant pour un joueur qui a autant de capacités, qui peut être aussi impressionnant balle en main. Ouais, non, mais il a un vrai problème d'efficacité et puis il a du déchet. Tu vois, le match que tu mentionnes face à Brooklyn, bah ok, 30 points, 14 rebonds, très bien. 9 pertes de balles et un plus-minus négatif aussi, tu vois. C'est Ouais, aussi des éléments qui sont problématiques avec Paolo Banchero. En fait, Paolo Banchero, s'il est aussi critiqué, c'est aussi parce que là, il est dans sa 4e saison NBA et qu'en fait, on a l'impression que il a des défauts récurrents qu'il parvient pas à gommer, tu vois. Et en complètement. première saison, pas de problème, c'est normal, t'es un rookie. Bon, deuxième saison, ok, pas de problème. Là, ça fait 3 4 ans, tu vois, on parlait d'Anthony Black juste avant. Anthony Black, dans sa 3e année, il a complètement changé de braquet, il a compris des choses offensivement, il a bossé sur ses points faibles, et résultat, bah, il est devenu un joueur extrêmement fiable. Alors, je suis pas en train de dire qu'Anthony Black est un meilleur joueur que Paolo Banchero, évidemment que non, c'est pas la question. La Non, parce que question, son impact à lui, il est marginal aussi ouais, c'est à ça. Anthony Black. Et de toute façon, c'est pas un joueur de 21 ans qu'on demande d'avoir cet impact-là. Lui surtout. Enfin, je veux dire, Tout à fait. ça n'aurait pas de sens. Mais c'est sûr que Banchero, entre les attentes qui existaient à son C'est ça. sujet et ce qu'on constate aujourd'hui dans sa 4e saison NBA, bah on est forcément un peu frustré de se rendre compte que il parvient pas à gommer des défauts qui sont vraiment problématiques pour son équipe. Absolument. Et le fait que. En fait, c'est ça que je trouve absolument génial dans ce genre de profil comme Paolo Banchero, c'est que quand il arrive en NBA, son statut de franchise player, ça fait quasiment aucun doute. Enfin, il Oui, n'y a c'est clair. personne qui remet ça en question. Même aujourd'hui, ça paraît assez compliqué de dire que Paolo Banchero est un joueur avec un impact négatif. Mais si tu regardes ses stats avancées, le ratio attaque-défense toutes les 100 possessions, il est négatif. Il a toujours été négatif. Ouais, Il ouais. était à moins, selon Basketball Référence, il était à moins 9 son année rookie, moins 3 la deuxième année, moins 1 la saison passée, et cette année, il est à moins 4. C'est-à-dire que quand il, il permet pas à son équipe d'avoir un ratio positif, quoi. Et c'est problématique. Ah, c'est super problématique. Quand tu es payé comme un franchise player. Encore une fois, si c'était pas le cas, je dis pas son on and off dans cette saison, il est à moins 5,6 selon Basketball Référence. Non, mais en fait, C'est pas possible. au-delà du salaire, c'est extrêmement problématique quand tu es le franchise player d'une équipe qui a mis les Hmm. moyens pour être extrêmement ambitieuse, en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, si Paolo Banchero, aujourd'hui, il était, je sais pas moi, à Brooklyn ou à la Nouvelle-Orléans ou un truc comme ça, ce serait moins un sujet, tu vois. Mais il est à Orlando, et en fait, Orlando a fait des mouvements ces derniers Tout à mois fait. qui doivent normalement leur permettre aujourd'hui d'être candidat au titre.
bah, tu seras pas candidat au titre avec un Paolo Banchero qui a toujours ces mêmes problèmes-là. Je vois pas comment c'est possible. Complètement. Et avec ce salaire-là, avec voilà, les Anthony Black et d'autres joueurs qu'il va falloir... Enfin, la construction d'équipe du Magic aujourd'hui, qui paraissait être assez évidente, ne l'est pas. Parce que si tu rajoutes par-dessus ça le fait qu'il y a des questions sur la compatibilité entre Banchero et Wagner, euh, est-ce que Anthony Black est pas un meilleur est-ce que Anthony Black, alors Jalen Suggs pour le coup il a un impact positif sur le terrain dès qu'il est là. Orlando a un plus minus ultra positif. Lui, c'est un joueur clé pour cette équipe pour le coup. Et c'est celui qui est le moins payé de tous ceux qu'on a cités. Et c'est lui qui est le moins payé. Banchero, il est payé comme un franchise player. Ah bah Très simple. Banchero, à partir le contrat qui commence l'année prochaine, là, ça va de 41 à 54 millions. Hein, ouais. Ah ouais, quasiment 55 en 2031 avec une option joueur. Oui. Ouais. Et quasiment la globalité qui est garantie. Donc ce sont des problèmes qui sont assez fous. C'est assez fou d'avoir des problèmes comme ça, en fait, je trouve. Et je me demande quelle va être la démarche d'Orlando. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire face à cette situation financière. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Ah mais moi j'ai aucune idée. Par exemple là tu me demandes de me projeter dans 2 ans, là, savoir qui est encore dans l'effectif, qui est le franchise player de cette équipe, j'en ai aucune idée. Ce sera peut-être Noah Penda, le franchise player dans 2 ans. Et je le dis encore et encore, mais si tu regardes les line-up, les meilleurs line-up de la NBA, et ça je l'avais déjà sorti, attends, je vais ressortir la stat. Alors non, ça c'est les Lakers. Alors attends, j'arrive plus à retrouver mon tableau, mais bref, de tête je le sais. T'as un line-up avec Paolo Banchero et Franz Wagner ensemble, qui est à plus 18, il me semble, dans la saison, là. C'est un des effets. Voilà, c'est ça. Offensive rating à 122,6. Alors, je vais vous donner un ordre de comparaison, parce que je remarque que je dis souvent des stats comme ça, mais j'explique pas à quoi ça correspond. Donc, 122,6, il faut comprendre, par exemple, que la meilleure attaque de l'NBA, c'est actuellement les Denver Nuggets à 122,1. D'accord? Donc, c'est l'équivalent de la meilleure attaque de la ligue. Alors, Orlando, ils sont je les ai perdus encore. Ils sont où, mes petits copains? Ils sont là. Bref. Voilà, ils sont là, 122,6 et en défense 104,6 en defensive rating, ce qui équivaut à la meilleure défense de la ligue. Donc plus 18, il n'y a pas beaucoup de line-up aujourd'hui en NBA qui est sur un net rating avec autant de minutes. Je veux dire, il faut aussi regarder les minutes jouées. Ouais, bien sûr. Qui produit autant, quoi. Il y a OKC, il y a Boston, il y a Denver et il y a Orlando, quoi. Et les Knicks aussi qui ont un très bon, qui ont un 5 qui est ultra, enfin un 5, une formation qui est ultra positive en termes de net rating. Donc ça me rassure concernant Orlando, quoi. Si t'as un chiffre comme ça avec un de tes 5 majeurs, un de tes 5 possibles, t'es plutôt bien barré, quoi. En théorie, ouais. En théorie, ouais, tout à fait. Bref, voilà. Donc à voir, mais Orlando, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici 1 ou 2 ans, clairement, quoi. Ouais. Et Anthony Black, vraiment trop bien sa progression. Franchement, quel plaisir. Ouais, énorme délire, Anthony Black. J'adore. Comme tu dis, l'attitude sur le terrain, elle est extraordinaire. Ouais, et ça, c'est vraiment un truc, tout de suite, tu le vois avec un jeune joueur qui arrive en NBA. Vraiment, les attitudes, c'est tellement important. Ouais, tout à fait. Yes, merci Charlie. On va mettre fin à ce podcast après mon démêlé avec les statistiques que j'essaie de mettre en perspective en galérant puisque je n'ai pas préparé mes petits tableaux comme il faut. Non, mais c'est vrai que c'est bien de remettre en perspective en comparant avec les meilleures attaques et les meilleures défenses. Ça donne une idée plus précise des choses. Oui, sur les moyennes, c'est vrai que des fois on sort des chiffres, on dit waouh, c'est incroyable. Et si tu sais pas quel est le bah c'est ça, c'est que si t'es en train de faire ton base. jogging et que t'as pas les chiffres, tu vois, les stats avancées de toutes les équipes sous la main
à ce moment-là, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais voilà. Donc ça permet un peu de... Voilà, c'était un peu laborieux, j'avoue. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À ciao. Bye bye.